Cette capsule va porter sur le centre de masse d'un objet. Donc, on va apprendre là-dedans à comment évaluer, calculer le centre de masse d'un objet. Mais avant, il faudrait peut-être donner une définition. Je vais commencer par parler du centre de gravité. Donc, j'ai un marteau ici. Le poids du marteau n'est pas réparti uniformément. On pourrait définir le centre de gravité comme étant le point autour duquel le marteau serait à l'équilibre. Donc ici, j'ai un appui. C'est sûr que si je mets mon marteau ici en plein centre, vous savez bien que ça va tomber d'un côté. Je peux trouver par essai-erreur ou par tâtonnement. Vous voyez, c'est à peu près ici. À peu près ici. Donc, mon marteau est à l'équilibre, ou à peu près. Donc, son centre de gravité serait à quelque part ici. Ça veut dire que quand on l'appuie sur le centre de gravité, il n'y a pas tendance ni à tourner dans un sens, ni dans l'autre. On pourrait avoir quelque chose de semblable ici, mais ici, ça va être plus précis parce qu'on va pouvoir prendre des mesures. Cette fois-ci, j'ai une règle en bois de 1 mètre. Et puis, je vais mettre dessus deux masses. Donc, je mets ici une masse d'1 kg, donc 1000 grammes, et une masse de 200 grammes. Alors, j'ai un rapport de 5 entre ces deux masses-là. Et encore une fois, je vais trouver, par essai-erreur, à quel endroit je devrais mettre le point d'appui pour être à l'équilibre. Alors, c'est à peu près ici. Maintenant, si je prends une lecture, je suis sur le 18 cm de la règle. Donc, 18 cm, le milieu de la masse ici est à peu près à 1 cm. Donc, en fait, il me reste 17 cm ici. De l'autre côté, donc si je suis sur 18, ça veut dire qu'il me reste 82, moins 1, puisqu'on est à 1 cm environ, donc 81 cm. Donc si on fait le rapport entre 81 divisé par 17, alors ça donne 4,8 environ, donc on n'est pas loin d'un rapport de 5. En fait, la raison pour laquelle ça n'arrive pas à 5 juste, c'est qu'en fait, la règle elle-même a une certaine masse aussi. Donc, elle a quelques centaines de grammes. Alors, c'est sûr que quand je mets ici sur le point 18, la règle elle-même n'est pas à l'équilibre. Donc, il y a sa masse qui va tirer ici. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas un rapport tout à fait de 5. Pour avoir 5, il faudrait que la règle ait une masse complètement nulle. On vient de parler du centre de gravité, puis je l'ai défini comme étant l'endroit où on devrait placer le point de support pour que notre objet soit à l'équilibre. Mais en fait, on devrait plutôt parler de centre de masse, puisque le centre de masse existe même en absence de gravité. C'est ce qu'on va démontrer ici dans les petites vidéos. Donc, l'astronaute qui est là a fabriqué avec deux balles de baseball et une petite tige entre les deux, donc un objet un peu semblable à ce qu'on avait tout à l'heure, donc avec deux masses au bout. Vous avez vu ce qu'elle a fait, elle a poussé sur une seule des deux balles, et puis l'objet s'est mis à tourner, donc en rotation. Alors ici, on va voir, elle va peser sur le milieu, et là, l'objet se met seulement en translation, donc il n'y a plus de rotation à ce moment-là. Alors c'est la même chose, on peut donc définir le centre de masse, dans ce cas-ci, comme étant l'endroit où on devrait pousser pour communiquer à l'objet seulement une translation pour pas qu'il y ait de rotation. Autrement dit, quand on pousse à cet endroit-là, l'objet est en équilibre pour ce qui est de la rotation. On va voir une autre démonstration semblable ici, mais on a remplacé l'une des balles de baseball par une balle de tennis, donc qui a une masse moins élevée. Bon, encore une fois, on va peser sur la balle de tennis. Alors, vous voyez la rotation. D'ailleurs, on voit aussi que la balle de tennis tourne, sa vitesse est beaucoup plus élevée que la balle de baseball. Ici, on pousse en plein centre. On voit qu'on n'a pas l'équilibre encore, donc le centre de la tige n'est pas le centre de masse du système. Cette fois-ci, l'astronaute va essayer d'appuyer au centre de masse. Bon, je pense qu'elle essaie de le deviner à peu près, ou peut-être qu'elle a fait une marque, mais vous voyez que c'est plus près de la balle de baseball. Alors c'est approximativement ici le centre de masse. Alors on va faire un petit peu de maths maintenant. Comment trouver le centre de masse d'un objet? Alors je reviens à la situation qu'on avait dans la première démonstration. Deux masses différentes qui sont placées sur un point d'appui. On s'est rendu compte que les deux distances étaient différentes. Et bon, théoriquement, on pourrait dire, parce que ce n'était pas tout à fait notre cas dans la démonstration à cause de la masse de la règle, mais théoriquement, le rapport des masses, donc si je fais M2 sur M1, qui nous donnait 5 dans ce cas-là, devrait être égal au rapport inverse des distances, c'est-à-dire que D1 sur D2, ça devrait donner 5 également. On va tout simplement partir de ça pour trouver le centre de masse de n'importe quel objet. Donc, je la remanie un petit peu. M1 D1 égale M2 D2.
Donc, ça nous donne ceci. Puis ensuite, je vais utiliser un système d'axes arbitraire. Alors, c'est le système d'axes qui est représenté ici. Vous voyez ici, c'est l'axe des X. Alors, supposons que mon origine de l'axe des X est ici. Alors, j'ai des coordonnées pour les deux masses. Alors, je vais appeler x1 la coordonnée de la masse M1, x2 la coordonnée de la masse M2, et la position du point d'appui, eh bien, c'est la position du centre de masse, donc je vais l'appeler xCM. Alors, toutes ces distances-là sont mesurées par rapport à l'origine, donc dans mon système d'axes. Donc, je vais être capable de trouver le xCM par rapport à ça. Donc, je connais le x1, je connais le x2 et je vais être capable de calculer le xm. Alors, je pars de l'équation qui est là. Je remplace tout simplement D1. Alors, si vous regardez D1 ici, on peut l'exprimer en fonction des x. Ça va être xcm moins x1. Alors, c'est ça que j'ai remplacé ici. Puis D2, eh bien, c'est x2 moins xcm. Alors, x2 moins xcm. Ensuite, on fait un peu d'algèbre. Alors, on distribue nos masses dans la parenthèse. Alors, on obtient M1XM. On a ici M2XM avec un signe moins que j'envoie de l'autre côté. Il arrive ici. Ensuite, M2X2 plus M1X1. Donc, ça nous donne ceci. Et à gauche, si je mets le centre de masse en évidence, donc je vais avoir M1 plus M2 qui s'en va de l'autre côté. Alors, voilà la façon de calculer la position du centre de masse. Il s'agit donc de multiplier la masse par sa position. Pour chacune des masses qu'on a, on additionne ça. Et puis ensuite, on divise par la somme des deux masses, donc en fait la masse totale du système. Vous comprenez que si jamais j'avais un troisième objet, donc je ne refais pas la démonstration ici, mais si j'avais un troisième objet, en fait, on pourrait refaire ça pour les deux premiers, les considérer comme un seul objet qui sont concentrés sur le centre de masse avec un troisième par la suite. Donc en réalité, on découvrirait que si j'ai un troisième objet, j'ajouterais au numérateur ici M3X3 puis un M3 au numérateur. Donc dans le fond, autant d'objets qu'on a, on peut en ajouter au numérateur et au dénominateur. Si je voulais aussi connaître la position par rapport à l'axe des Y, je pourrais faire la même chose, mais cette fois-ci avec les positions en Y. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire plusieurs exemples, puis on va voir comment on peut appliquer cette équation-là. Alors le premier exemple, c'est le système tout simple qui est ici. On a les numéros sur les masses, mais en fait, ce n'est pas des numéros, c'est leur masse en kilogrammes. Donc on a un 3 kg en bleu, le 2 kg orange qui est là et 1 kg jaune qui est là. Ils sont reliés par des tiges, mais les tiges n'ont pas de masse, donc masse négligeable. Puis on a aussi les distances qui sont représentées. Le but, c'est de trouver quelle est la position du centre de masse de cet objet-là. Donc on considère les trois comme un objet rigide. Quelle est la position de son centre de masse? La première chose à faire, c'est de se définir un système d'axes. Donc ici, ça serait assez logique et utile de prendre un axe qui serait tout simplement centré sur la masse numéro 2. Donc l'origine serait là. On va avoir nos x puis nos y comme ça. Une fois qu'on a défini notre système d'axes, eh bien là, on applique l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Alors on va dire xcm, ça va être égal à m1x1 plus m2x2 plus m3x3 sur la somme des trois masses. Voilà. Alors, la masse numéro 1, disons qu'on va les prendre avec leur masse, ça sera leur numéro en même temps. Donc, on va avoir 1 kg fois sa position en x. 0, on peut même prendre 70, tiens, ça va être en centimètres. Donc, notre centre de masse va être en centimètres aussi. La masse numéro 2, sa masse c'est 2. Et elle est sur l'origine, donc ça va être 0. Et ensuite, la masse numéro 3, c'est 3 kg. Puis elle est sur l'axe des Y, donc elle est à x égale 0 également. Puis ensuite, en bas, on va avoir la somme des trois masses. Donc en fait, on se retrouve avec 70 sur 6, ce qui donne 11,7 cm. Voilà. 11,7, c'est assez proche ici. C'est normal que ça soit le cas. On avait une masse de 1 kg qui est assez loin ici, mais ensuite on avait 5 kg qui étaient sur l'origine, donc c'est normal que ça soit plus proche. Donc ça serait la coordonnée en x. En y, on fait tout simplement la même chose. Alors on va dire m1 y1
plus M2Y2 plus M3Y3. Il manque un 3 ici, sur la somme des 3. Voilà. Ensuite, M1 c'est 1, mais sa position Y c'est 0, puisqu'il est sur l'axe des X. Même chose pour le 2. Et le 3, lui, donc il y a une masse de 3 kg et il est à 40 cm sur l'axe des Y. Et puis en bas, c'est la même chose, c'est la somme des 3, donc c'est encore 6 kg. Donc il va nous rester ici 3 sur 6, donc une demi fois 40, alors ça fait 20 cm. Ça aussi c'est logique parce que si on regarde, on a 3 kg ici, puis le 2 et le 1, ça fait 3 kg. Donc en fait, c'est normal que ça soit en plein centre du 40 cm que l'on trouve la position du centre de masse. Donc notre centre de masse serait ici. Donc il n'est pas sur aucun des trois objets, là, donc il serait ici pour le centre de masse. Exemple numéro 2. Ici, je voulais juste illustrer qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas des masses ponctuelles. Ici, on a deux tiges, une de 2,4 mètres puis une de 1,2 mètres qui forment une espèce de L. On nous demande encore de trouver la position du centre de masse et on suppose que les tiges sont uniformes. Donc, chacune de ces tiges-là est uniforme et ils ont aussi la même masse par unité de longueur. Donc, autrement dit, c'est fait du même objet ou de la même tige, si on veut, qu'on a coupé pour faire deux segments comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, d'abord, on met notre système d'axes. Donc, je vais le mettre ici. Encore, c'est assez logique de faire ça. Mais on peut le mettre n'importe où, évidemment, c'est arbitraire. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est assez logique de le mettre dans le coin qui est là. Puis ensuite, ben, quand on a un objet étendu comme ça, qu'on peut facilement trouver le centre de masse. Alors, le centre de masse de la longue tige ici, comme elle est uniforme, ça va être à son centre géométrique. Donc, ça va être à 1,2 m de hauteur. C'est la même chose pour la barre horizontale. Comme elle est uniforme, son centre de masse est à son centre géométrique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme si on avait toute la tige verticale, autrement dit, c'est comme si elle était toute ici à son centre de masse. Et même chose pour la tige horizontale. Donc, je vais dire XCM, ça va être M1X1 plus M2X2 sur la somme des masses. Ici, on n'a pas les masses. Par contre, on nous a dit, tout ça ici, c'est coupé à partir de la même tige. Donc, on se doute bien que la masse, elle est proportionnelle à la longueur. Si j'ai une tige 2 fois plus longue, elle va être 2 fois plus massive. Parce qu'ils sont faits de la même tige au départ. Donc, je peux remplacer les masses ici tout simplement par les longueurs parce que j'ai une masse, on a des masses au numérateur puis des masses au dénominateur. Alors, dans le fond, tant que c'est proportionnel, ça va fonctionner. Alors, ça veut dire que ici, je peux prendre pour l'objet 1, disons que c'est la tige verticale, je peux prendre 2,4 à la place de sa masse, donc je prends sa longueur. Pour son x, c'est 0 pour la verticale. Ensuite, l'horizontale, je prends sa longueur au lieu de sa masse. Et pour sa position x, là, je vais prendre son centre. Donc, je fais comme si toute la tige était concentrée en son centre, donc à 0,6. Et puis en bas, encore une fois, au lieu des masses, je prends les longueurs, puisque c'est proportionnel. Donc, avec ça, alors ici 2,4 plus 1,2, ça va faire 3,6. 1,2 sur 3,6, ça fait un tiers, donc 0,6 sur 3, ça va donner 0,2 mètres. Donc, ça veut dire que le X du centre de masse, il sera quelque part ici à 20 cm. Et on fait la même chose pour le Y. Donc, M1 Y1 plus M2 Y2 sur la somme. Et je prends le même truc, donc 2,4 la longueur à la place de la masse. Pour la longue tige, je fais comme si était toute dans son centre ici, donc à 1,2 m de hauteur. La deuxième masse, je prends sa longueur. Et sa position Y, par contre, c'est 0. Et encore une fois, la somme des deux en bas, donc la somme des deux longueurs, en fait,
qui va donner 3,6. Cette fois-ci, 2,4 sur 3,6, ça va faire 2 tiers. Et 2 tiers de 1,2, ça va donner 0,8 mètres. Donc, ça sera notre position du centre de masse. Si on le positionne, ça ne sera pas très haut, là, ça va être, mettons, 2,4 à quelque part ici. Donc, le centre de masse de l'objet serait à peu près ici. Vous voyez, c'est le deuxième exemple qu'on a où le centre de masse est en dehors de l'objet en quelque sorte. Donc, on a le L qui est ici, son centre de masse est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je voulais le mettre en équilibre, par exemple, cet objet-là, supposons que c'est un objet rigide, je pourrais, si je mets le L debout ici, il faudrait que je vienne mettre mon appui ici pour qu'il soit à l'équilibre. Si je le virais de bord, il faudrait que je vienne mettre mon appui ici. Pardon, j'ai raté un peu. Donc ici, si je mettais tout ça dans l'autre sens, là, pour être à l'équilibre. Puis si je le mettais à plat, supposons que mon L il était comme ça ici, puis je m'en vais le mettre sur la table comme ça, à plat. Là, je ne pourrais pas le mettre en équilibre parce que le centre de masse il est en dehors, donc je ne pourrais pas l'appuyer à quelque part. Il faudrait que j'ajoute une espèce de structure, là, quelque chose comme ça, une petite plaque en plastique, quelque chose, pour venir l'appuyer sur son centre de masse. On vient de voir deux exemples où le centre de masse d'un objet, le L par exemple, n'est pas, il est dans le vide dans le fond, donc il est comme à côté de l'objet. Ça veut dire que le centre de masse, on peut le bouger, dépendamment de notre forme. Pour le corps humain par exemple, si je me penche par en avant, mon centre de masse, il est devant moi, puis il va être à l'extérieur de mon corps. Ici, on va voir des images pour vous montrer une application du centre de masse. On va voir des images de la façon dont on faisait le saut en hauteur par le passé. Alors, vous voyez les techniques qui étaient utilisées à l'époque pour le saut en hauteur. C'est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Et aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968, arrive ce bonhomme-là qui s'appelle Dick Fosbury, qui invente une nouvelle technique, qui avait inventé une nouvelle technique pour le saut en hauteur. Alors, on va voir son saut ici. Voilà. On va revoir le saut ici, puis je vais le mettre, je vais l'arrêter. Ici. Donc, en ayant les jambes très basses comme ça permet, le centre de gravité de Dick est à peu près à quelque part ici, en dessous de ses fesses. Donc, il a moins besoin de sauter haut pour passer au-dessus de la barre, parce que son centre de masse, en fait, le centre de masse, c'est l'endroit où, pour fin d'analyse dynamique, toute la masse de l'objet peut être concentrée. Donc, on va le voir un petit peu plus tard d'ailleurs, donc son centre de gravité est en fait en dessous de la barre présentement parce que ses jambes sont très basses. Et une fois qu'il a passé, vous voyez, les jambes sont encore très basses ici, mais les jambes peuvent plier dans ce sens-là, donc ensuite il va pouvoir donner un coup de pied par en haut pour faire passer ses jambes. Tandis qu'avec l'ancienne technique, comme les genoux ne plient pas vers l'avant, c'était impossible, par exemple, c'est impossible de sauter face à première. Oui, on peut être plié puis avoir le centre de gravité en dessous de la barre. Par contre, ça va être très difficile de faire passer les jambes par la suite. Je fais un dernier exemple de calcul de centre de masse, mais cette fois-ci un objet qui a un trou pour vous montrer comment on va faire ça. C'est un disque, donc on imagine un disque qui a une certaine épaisseur, mais l'épaisseur est uniforme, donc le disque est vraiment uniforme, sauf on a coupé, donc vous voyez en blanc ici, on a fait un trou, c'est un autre cercle dans le fond, alors il manque cette partie-là à notre disque bleu. Donc supposons, on va appeler disons R le rayon du grand disque qui est ici et on veut trouver la position du centre de masse. Les barres noires qui sont là, disons que ça va être notre système d'axe. Alors XY et on va trouver la position par rapport à ça. D'abord en Y, c'est très facile parce qu'en Y, il y a une symétrie. Alors vous voyez que de part et d'autre de l'axe des X, c'est symétrique. Ça veut dire qu'en Y, la position du centre de masse, il est à 0. Alors ce qu'on a à faire, c'est plutôt calculer celui en X. C'est assez évident que le centre de masse va être décalé à quelque part par là-bas. Étant donné qu'on a fait un trou à droite, c'est sûr qu'il y a plus de masse à gauche, donc le centre de masse va être à quelque part à gauche. Alors X et M, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire M1X1. Le M1, ça va être le disque bleu, mais plein. Donc le disque, comme si on avait un disque bleu au complet.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui soustraire le disque blanc. Donc, on va faire comme si on avait une masse négative, autrement dit. Et ensuite, on va diviser par la somme des masses. Mais la somme des masses, ça va être une soustraction puisqu'il y a une des deux masses qui est en quelque sorte négative. Alors voilà. Et même truc que tantôt, ici on n'a pas la masse, mais on nous a dit que la plaque était uniforme. Donc la masse va être proportionnelle à la surface dans ce cas-là. Alors M1, on va le remplacer par la surface du disque bleu s'il était plein, c'est-à-dire pi r carré. Alors on peut dire ici pi r au carré. X1, ça sera 0. Alors le disque bleu, il est centré sur l'origine, donc sa position, c'est 0. Ensuite, moins M2, alors là, on va prendre la surface du disque blanc. Lui, si on remarque, son diamètre, il est la moitié du diamètre du disque bleu, donc son rayon va être la moitié également. Alors, on aura ici pi fois r sur 2 au carré pour la surface. Pour ce qui est du x, alors son centre se trouve vers la droite, donc positif, à r sur 2 dans le fond, donc r sur 2 pour la position. Et puis enfin ici, on soustrait les masses, c'est-à-dire dans notre cas plutôt les surfaces. Donc pi r carré pour le grand disque bleu, pi r sur 2 au carré pour le disque blanc qu'on a coupé, et ça va nous donner ceci. Alors là, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'annulent. Vous voyez, on a des pi r carré partout. Là. Pi r carré dans ici. On a un pi puis un r carré ici. Pi r carré ici, ça va donner 1. Puis un pi r carré ici aussi. Alors, dans le fond, on peut le mettre en évidence en haut puis en bas. Puis ça va s'en aller. Donc, qu'est-ce qui va nous rester ici? On va avoir moins r. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on a une demi au carré, ça fait un quart, fois 2, ça va faire un huitième. Donc, on pourrait dire r sur 8. Ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur, il nous reste 1. On a enlevé le pi r carré, donc il reste 1, moins 1 quart, puisqu'on a une demi au carré. Alors, 1 moins 1 quart, ça donne 3 quarts, fois 8, ça va donner 6. Donc, on va avoir moins r sur 6. Ça veut dire que le centre de masse se retrouve à peu près ici, à 1/6 du rayon. Donc, c'est ça qu'on peut faire quand on a un trou dans un objet. On soustrait, on fait comme si on avait une masse négative, dans le fond. Et encore une fois, si on a un objet qui est uniforme, qu'on n'a pas la masse, on peut remplacer la masse par la surface. Ça serait vrai aussi pour le volume si on était en 3 dimensions, ou comme on a eu tantôt avec la longueur. Oui, c'est pas mal presque à l'équilibre.